Bom dia, boa tarde, comunidade DCM. Nós estamos hoje aqui com ele, que foi preso pelo FBI em 2013 e passou 25 meses em cárcere nos Estados Unidos, inclusive em prisões de segurança máxima, junto com alguns dos prisioneiros mais perigosos das Américas, traficantes, sequestradores. Porque ele era o executivo de uma das principais empresas francesas, a Alstom. Hoje, ele, que é coautor do livro A Arapuca Estadunidense, a Lava Jato Mundial, nos recebe em sua casa, na França. Muito obrigado por nos receber. Frédéric Pierucci, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Merci pour votre entretien. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. Nous aussi. Tout d'abord, j'aimerais pouvoir revenir avec vous brièvement sur ce jour de 2013, quand le FBI vous a arrêté. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors pour moi c'était un choc complet parce que j'avais aucune idée de la raison pour laquelle j'étais arrêté et je n'ai compris cette raison que bien plus tard. En fait, à l'époque, j'étais patron d'une division d'une entreprise qui s'appelle Alstom, qui était une des grandes entreprises françaises, et j'étais basé à Singapour. La stratégie de cette entreprise était de fusionner la partie que je dirigeais avec nos concurrents chinois. Et donc, lorsqu'ils m'ont arrêté à l'aéroport de Kennedy, je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle j'étais arrêté. Et j'ai compris ensuite que le but était de mettre la pression sur le dirigeant de l'entreprise pour vendre l'entreprise à notre grand concurrent américain et en même temps arrêter ce rapprochement avec notre concurrent chinois. Presque 4 ans se sont passés depuis cette expérience et votre libération. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu auprès de la justice américaine? Alors, pour moi, j'ai donc écrit un livre qui a été traduit en brésilien, ce qui m'a beaucoup aidé à passer le cap, si vous voulez. En fait, j'ai fait deux grandes choses lorsque je suis rentré en France. Un, j'ai créé ma société de conseil en conformité pour aider les entreprises françaises et étrangères à éviter de tomber dans ce piège. Et deux, j'ai beaucoup travaillé avec les autorités françaises pour créer une nouvelle loi anticorruption française qui s'appelle la loi Sapin 2, qui avait pour but de protéger les entreprises françaises de cette extraterritorialité américaine. Donc cette loi a été promulguée en 2016 en France. Et depuis, effectivement, nous avons réussi à arrêter ou plus ou moins contrôler certaines des grandes enquêtes en France qui avaient été initiées par les autorités américaines, notamment contre Airbus et contre la Société Générale. Vous êtes en train de dire que, au niveau de votre personne, ces agissements, cet activisme vous a fait parvenir à une forme d'équilibre et de surmonter de cette expérience? Tout à fait, parce que pendant toute mon incarcération, ce que j'ai fait, j'ai passé tout mon temps à étudier toute la jurisprudence américaine sur ces cas d'application extraterritoriale, notamment de la loi américaine contre la corruption qui s'appelle le Foreign Corrupt Practices Act. Et en étudiant tous ces cas, donc à la fois les cas des entreprises et les cas des individus qui avaient été poursuivis dans le cadre de ces enquêtes déclenchées par les autorités américaines, vous vous rendez compte que un schéma apparaît. Et ce schéma est le suivant, c'est que cette loi américaine est utilisée principalement comme arme de guerre économique par les États-Unis et cible principalement des entreprises non américaines. Donc ils ont commencé par cibler des grandes entreprises européennes et japonaises et brésiliennes qui étaient concurrentes d'entreprises américaines sur certains marchés bien spécifiques. Donc ils ont commencé par l'oil and gaz, par la pétrochimie, par l'électricité, par les télécoms. Et lorsqu'on fait cette analyse très détaillée de tous ces cas, on comprend bien la finalité de l'utilisation de cette arme, qui n'est qu'une des nombreuses armes utilisées par les États-Unis qui ont conceptualisé ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire la guerre par le droit, qui permet de faire des déstabilisations d'entreprises, qui permet de conquérir des marchés bien plus facilement que d'autres formes de guerre. Donc les États-Unis ont tout un arsenal de lois qui s'appliquent de manière extraterritoriale.
Donc extraterritoriale, ça veut dire qu'elle s'applique non seulement aux entreprises américaines, mais à toutes les entreprises dans le monde qui ont le moindre lien de rattachement avec le territoire américain. Et les États-Unis utilisent deux liens de rattachement principaux, qui sont l'utilisation du système financier américain, notamment l'utilisation du dollar ou du système SWIFT, ou dans le cas par exemple de Petrobras ou d'Odebrecht, le simple fait qu'ils aient fait des American Deposit Receipts sur le marché américain pour créer un nexus entre l'entreprise et le territoire américain. Donc le deuxième canal de rattachement, c'est l'utilisation des outils numériques et digitaux. À partir du moment où vous utilisez des outils américains, vous pouvez être poursuivi parce que vous avez un lien de rattachement avec le territoire américain. Par exemple, si vous utilisez des emails Gmail, vous avez des emails qui transitent ou qui sont stockés sur des serveurs aux États-Unis. Et donc, en application de leur extraterritorialité de leur loi, ils peuvent poursuivre ces entreprises-là. J'aimerais revenir avec vous aux entreprises brésiliennes, à ce que vous connaissez sur les entreprises brésiliennes et les agissements du département de justice américain. Mais avant, je voudrais savoir, cette expérience a certainement transformé votre vision des États-Unis. De quelle manière ? On se rend compte en fait que à partir du moment où un pays domine militairement le monde, il va essayer d'imposer son droit pour favoriser son économie. Et ça a été le cas avant des Anglais, des Français, même sous Napoléon, des Romains bien avant. Et donc on est dans une période où les Américains ont cette puissance militaire qu'ils ont couplé depuis ces 15 dernières années, notamment après les attentats du 11 septembre, avec un arsenal de lois pour imposer leurs droits au reste du monde. Bien évidemment avec pour but de gagner un certain avantage pour les entreprises américaines. Et donc le problème n'est pas vraiment ce qu'ils font, le problème c'est plutôt comment nous réagissons à cette extraterritorialité américaine, comment nous essayons de rééquilibrer la balance, parce qu'en fait ils défendent bien évidemment leurs propres intérêts, ce qui est normal, même s'ils poussent le bouchon très très loin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les pays qui subissent ces attaques répétées, ne serait-ce qu'en France, les entreprises françaises ont payé sur les 10 dernières années 14 milliards de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreinte à différentes lois extraterritoriales américaines, dont le Foreign Corrupt Practices Act, mais aussi les lois sur les sanctions, embargo, contre les exportations. Et donc on arrive à des montants faramineux qui sont doublés derrière d'une déstabilisation à long terme de l'entreprise. Est-ce que la France, comment vous évaluez la façon dont la France et son État, notamment, se sont comportés par rapport à votre affaire ? Alors, au début, je pense que la France n'a pas très bien compris ce qui se passait, et donc n'a pas réagi. En 2014, lorsque l'affaire a éclaté, 2013, 2014, 2015, la France n'a pas compris ce qui se passait. Pourtant, avant l'affaire Alstom, nous avions eu plusieurs entreprises qui avaient été également poursuivies par les autorités américaines pour enfreinte aussi à cette loi anticorruption. Nous avions eu Total, Technip, Alcatel, donc dans les secteurs du pétrole, de l'extraction pétrolière et des télécommunications. Mais tout cela avait été fait sans vraiment réaction française. La grosse différence avec l'affaire Alstom, c'est que la conséquence de cette enquête a été la vente par appartement d'Alstom et notamment la perte de souveraineté française sur quelque chose qui nous est très cher, qui est notre indépendance énergétique. En vendant les 2/3 d'Alstom à General Electric, nous avons perdu le contrôle de nos centrales nucléaires, de notre porte-avions, parce que la propulsion était assurée par des équipements Alstom. Et donc, nous nous sommes mis dans une situation extrêmement dépendante vis-à-vis des États-Unis. Je vous donne un exemple. Juste après le rachat d'Alstom par General Electric a menacé EDF, donc électricien national français, d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires s'ils ne réactionnaient pas le contrat commercial avec General Electric. Donc, en fait, vous imaginez arrêter de fournir des pièces de rechange pour les centrales nucléaires françaises, quand vous savez qu'en France, 75% de l'électricité est produite par les centrales nucléaires, ça veut dire potentiellement la possibilité de mettre le pays dans le noir. Donc, ça, on a commencé à le comprendre, mais après le rachat, après cette opération de déstabilisation.
Avant, il n'y avait quasiment eu aucune réaction. Et lorsque moi-même j'étais en prison, il n'y a eu aucune réaction parce qu'on n'avait pas compris ce qui se passait, ou on n'avait pas voulu comprendre, ou les lobbying avaient fait en sorte que cette réaction avait été anesthésiée. Quel lobbying? Bon, il y a un lobbying atlantiste extrêmement important en Europe, en France, à la Commission européenne, dans beaucoup de pays, et plus on va vers l'est de l'Europe, plus les pays sont quand même atlantistes, pour des raisons très historiques. Donc cet état de fait a fait qu'en France, on a eu un retard au démarrage pour comprendre ce qui se passait. En fait, en Europe, le pays qui a compris le plus vite le risque de l'extraterritorialité américaine a été paradoxalement l'Angleterre. Les Anglais ont été la cible d'une attaque en 2009-2010, où le département de justice a ciblé British Aerospace, qui est une grande entreprise anglaise, pour avoir payé des pots de vin en Arabie Saoudite. Il faut quand même le faire, parce qu'il y a quelqu'un qui est très influent en Arabie Saoudite, c'est plutôt les Américains depuis 1945. Et donc là, ils ont compris que, étant la cible du département de justice, ils ont réagi, ils ont créé leur propre loi anticorruption en 2010 pour répondre à ces extraterritorialités américaines. Nous, il a fallu attendre 6 ans après l'affaire Alstom, le démantèlement du groupe, pour réagir et pour créer notre loi anticorruption pour freiner les velléités américaines. Vous comprenez justement, comme vous avez dit dans le début de cet entretien, que ce qui s'est produit avec vous, notamment, c'est une guerre économique des États-Unis contre les entreprises qui peuvent leur faire de la concurrence. De quelle manière cette guerre économique a-t-elle évolué depuis ? En fait, elle s'est accentuée avec toute une batterie de lois à portée extraterritoriale. Donc on a bien évidemment la loi anticorruption, on a ensuite toutes les lois sur les sanctions, embargo. Donc là, en fait, les États-Unis décrètent, en gros, avec qui les entreprises peuvent faire du commerce ou pas. Donc elles les mettent sur des listes de sanctions, elles mettent certains pays sous embargo. Vous prenez le cas de l'Iran, plus personne ne fait d'affaires en Iran parce que les États-Unis ont déclaré que personne ne pouvait faire d'affaires en Iran. Et si vous faites des affaires en Iran et que vous êtes une entreprise internationale, vous allez ensuite être blacklisté aux États-Unis, être mis sur la liste de sanctions, payer une pénalité. Donc en fait, vous ne pouvez pas. Et donc en mettant ce système de sanctions en place, ils souhaitent contrôler le commerce international. Ils ont mis en place une autre loi récemment qui s'appelle le Cloud Act en 2018, qui permet aux autorités américaines de demander aux GAFA de leur fournir les informations qui sont stockées sur les data centers et sur les serveurs des GAFA si votre entreprise est sous enquête américaine. Donc avec tout ça, il en fait casse les concepts qui ont été mis en place déjà depuis très longtemps, par exemple de coopération internationale sur les problèmes d'entreprises qui sont mis en cause par les États-Unis. Normalement, si une entreprise française est mise en cause par les États-Unis pour une affaire X ou Y, le schéma classique est de passer entre les ministères de la justice américaine et les ministères de la justice française pour avoir des documents qui seraient transférés éventuellement aux États-Unis. Ce qui n'a pas eu lieu du tout avec vous au départ. Non, et en plus en Europe, en France, nous avons des lois de blocage qui interdisent aux entreprises françaises et européennes de transférer des informations vis-à-vis des autorités étrangères si ces autorités étrangères demandent des informations sur une entreprise dans le cadre d'enquête. Donc en demandant directement aux GAFA de faire le travail en fait des ministères, ils bypassent complètement les relations, les accords internationaux. Donc ça, on voit cette accélération ces dernières années. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que bien évidemment cette accélération est bipartisane, c'est-à-dire que on ne peut pas penser ou espérer que parce qu'on va avoir un nouveau président des États-Unis, cela va changer la donne. En fait, si vous regardez un petit peu l'historique des amendes payées par les entreprises non américaines au titre de ces lois américaines, vous vous rendez compte que c'est sous Obama surtout qu'on a eu une accélération extrêmement importante
et qui a été continué par Trump, mais Biden est dans la même lignée que Obama. Donc toutes ces lois sont en général bipartisanes, il n'y a pas de débat. La souveraineté des pays du monde, notamment par le biais des entreprises, est sous attaque du département de justice américain et des institutions américaines par le biais de dispositifs comme celui que vous avez évoqué. Oui, à partir du moment où encore 70% des transactions mondiales qui sont faites en dollars, forcément, tous ces contrats sont sous loi américaine. À partir du moment où vous utilisez des outils numériques américains, donc là, avec les GAFA, bien évidemment, vous êtes sous loi américaine. Donc, ne serait-ce qu'avec ces deux outils-là, ils mettent le monde entier sous loi américaine. L'un de votre collègue, co-auteur de l'ouvrage qui est maintenant disponible au Brésil, dont vous êtes le co-auteur, nous a soulevé, dans le cadre d'un entretien que nous avons avec lui, Mathieu Aron, qu'il y a eu un cas assez particulier dans l'affaire Alstom General Electric qui concerne messieurs Azema. Messieurs Azema qui était patron de l'agence de participation de l'État français et qui a géré, a instruit cette affaire et qui après a passé au secteur privé dans une banque qui était liée à cette transaction, à ce transfert. S'agit-il d'un phénomène courant dans les agissements, dans les affaires traitées par le département de justice américaine, ce qu'on peut appeler revolving door? Il y a eu énormément de revolving door dans le cas Alstom, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres cas. Je vais vous donner quand même un autre exemple, qui est pas un revolving door, mais qui a un conflit d'intérêt. Le PDG d'Alstom a choisi comme cabinet d'avocats conseil un cabinet d'avocats qui était dirigé par le frère du patron de General Electric. Donc, si je veux vous racheter votre entreprise, je vais prendre comme conseil votre frère pour me conseiller. Donc, voilà, il y a eu ce genre d'ineptie dans ce dossier qui montrait bien la collusion en fait entre tout le monde qui souhaitait bien évidemment la vente. En fait, le PDG d'Alstom souhaitait bien évidemment la vente pour lui-même ne pas finir en prison aux États-Unis. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'État a été un peu prise au dépourvu là-dessus. Elle n'a pas compris ce qui se passait ou n'a pas voulu comprendre ce qui se passait. Quelques personnes ont réagi à l'époque. Il y a eu notamment l'ancien ministre Montebourg qui a compris ce qui se passait et qui a essayé d'arrêter cette vente, mais il n'a pas réussi à l'arrêter. Justement, un cas qui revient à cette pratique, qui suscite d'ailleurs une attention particulière au Brésil, c'est celui de l'ancien juge Sergio Moro, qui a commandé l'opération Lava Jato après le fait que cette opération a visé des grandes entreprises brésiliennes comme Odebrecht, que vous avez cité, et Petrobras. Aujourd'hui, il travaille pour le cabinet de consulting américain Alvarez et Marsal, qui s'occupe du redressement judiciaire d'Odebrecht. Que voyez-vous dans ce type de configuration? On a la même chose avec le procureur du département de justice qui a travaillé sur mon affaire et qui a travaillé sur les affaires brésiliennes, M. Kahn, qui est maintenant passé dans un grand cabinet d'avocats qui va maintenant conseiller les entreprises qu'il a lui-même poursuivi. Donc voilà, c'est un système qui est bien rodé, qui est bien mis en place. L'important, c'est de voir que lorsque les entreprises américaines, les entreprises brésiliennes sont poursuivies par les autorités américaines, pendant plusieurs années, vous avez des cabinets d'avocats de toute façon qui s'occupent de vous, soit pendant la période d'enquête, soit pendant la période de monitoring qui dure en général 3 ans après que vous ayez plaidé coupable. Donc pendant 5, 6 ans, 7 ans, vous avez des cabinets d'avocats qui sont chez vous et qui collectent toutes les informations sur votre entreprise. Ces informations sont extrêmement importantes, notamment dans les cas de corruption, parce que lors de ces enquêtes, vous faites parler non seulement les dirigeants du groupe, mais vous faites parler aussi tous les intermédiaires commerciaux que ces entreprises ont utilisés pour conquérir les marchés internationaux, en payant des quotas, bien évidemment, souvent. Et lorsque les États-Unis interrogent ces intermédiaires commerciaux, en général, ils leur donnent une immunité, à condition qu'ils dévoilent tout ce qu'ils ont fait. Et
bien évidemment, ça a permis aussi aux États-Unis d'avoir une base de données extrêmement importante des personnes qui sont corrompues dans le reste du monde, dans les pays, notamment d'Amérique du Sud. C'était le cas, on l'a vu ensuite dans la suite de l'affaire Odebrecht. Et donc, ça permet, c'est un poids extrêmement important, bien évidemment, pour pouvoir faire chanter, mettre la pression sur des personnels politiques qui savent corrompus de par ces agissements. Donc, encore une fois, le fond est bon de lutter contre la corruption. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Le problème, c'est quand on instrumentalise cette lutte contre la corruption à des fins de guerre économique pour favoriser les entreprises américaines. Je ne veux pas faire de la théorie du complot. Est-ce que on peut affirmer que ce juge Sergio Moro ainsi que les procureurs que vous avez évoqués, Monsieur Khan, sont conscients de ces enjeux économiques, de la guerre économique? Est-ce que vous pensez qu'ils sont conscients? Moi, je ne connais pas Sergio Moro, je connais bien Khan parce que c'était le procureur aussi de mon côté. Ils font partie, en tout cas, ils font partie d'un système. Lorsque vous êtes département de justice, vous ne pouvez pas ignorer que vous êtes le bras armé de l'État américain pour imposer ses lois de manière extraterritoriale, et vous ne pouvez pas ignorer que ça a des conséquences économiques sur les entreprises que vous ciblez. Moi, ce qui me choque au niveau des procureurs du département de justice, c'est l'asymétrie des poursuites. Vous prenez par exemple certains secteurs d'activité, et ça, par exemple, vous prenez la construction des avions. Vous avez eu Embraer, vous avez eu Airbus qui ont été poursuivis. Vous n'avez jamais eu des entreprises concurrentes américaines qui ont été poursuivies pour corruption d'agents publics étrangers, alors que la loi s'applique à eux depuis 1977. C'est-à-dire que depuis 1977, le département de justice et le FBI a été incapable de trouver un seul cas de corruption des entreprises américaines dans le secteur de l'aviation. Bon, alors ces entreprises sont plus blancs que blancs, soit il y a une asymétrie des poursuites. On ne met pas les mêmes moyens pour trouver les cas de corruption pour les entreprises américaines qu'on met pour trouver les cas de corruption dans les entreprises étrangères. Prenez le même d'autres secteurs d'activité, la production d'électricité, donc mon domaine. Toutes les entreprises qui étaient concurrentes des entreprises américaines, donc que ce soit Alstom, Siemens, ABB, Hitachi, ont toutes été poursuivies pour corruption d'agents publics étrangers par les autorités américaines. Vous prenez toutes les entreprises américaines du même secteur, alors que la loi s'applique à elles depuis 1977, aucune d'elles n'a été poursuivie. Et là, je peux continuer, voilà, vous prenez les télécoms, c'est la même chose, vous prenez... donc, lorsqu'on est procureur au département de justice en charge du Foreign Corrupt Practices Act, je pense qu'on a certainement des directives pour aller regarder ce que font les autres et pas trop regarder ce que font nos propres entreprises. C'est ça, le gros problème de cette loi, c'est vraiment cette asymétrie. Lorsque vous pensez que 75% des amendes au titre de cette loi américaine sont payées par les entreprises non américaines, il y a quand même un problème. Et lorsque vous regardez les 25% d'entreprises américaines qui sont poursuivies au titre de cette loi, vous vous rendez compte que, en fait, ils poursuivent en général les entreprises américaines parce que les entreprises américaines sont déjà sous enquête par d'autres pays en effet de corruption. Et lorsque, par exemple, les États-Unis voient que Goldman Sachs est sous enquête en Malaisie, les États-Unis demandent à la Malaisie de transférer le dossier aux États-Unis pour que le dossier soit traité aux États-Unis. Est-ce que vous êtes en train de dire que, s'agissant des entreprises japonaises, des entreprises françaises et des entreprises brésiliennes, pour prendre notre cas particulier, ont été cibles d'une guerre économique des États-Unis? Les États-Unis ont mené une guerre économique contre nos entreprises, les grandes entreprises de nos pays? Alors, il y a deux cas. Il y a les cas qui viennent par le haut, dans les secteurs stratégiques, l'oil and gas, l'électricité, les télécoms, etc. Où là, on voit très clairement que les grandes entreprises étrangères sont ciblées. Et ensuite, vous avez beaucoup de cas qui viennent par le bas, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir un procureur américain pour lancer une enquête sur une entreprise.
Donc vous avez un peu un mix des deux lorsque vous prenez l'analyse des entreprises qui ont été poursuivies. Mais par exemple, si vous prenez le top 100 des entreprises, enfin le top des entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette loi américaine, voilà, vous vous rendez compte que vous avez tous les grands concurrents des entreprises américaines et les concurrents européens principalement, brésiliens et japonais. Dans le cas de Odebrecht et Petrobras, par exemple, cette action est venue par le haut ou par le bas dans votre classification? Je ne connais pas dans le détail comment ces enquêtes ont été commencées, bien évidemment, mais ce qu'on peut voir, c'est quand même les conséquences derrière. Là, on parle de secteur très stratégique. Pourquoi est-ce que ces entreprises ont été ciblées plutôt que Exxon ou plutôt que Marathon Oil ou des entreprises américaines du même secteur d'activité? Voilà, la réponse elle est à Washington. Et ces acteurs intermédiaires ou locaux dans les pays, comme Serge Bro par exemple, qui a entretenu des liens avec les États-Unis assez étroits, sont-ils de bras également de cette guerre? Alors, je ne peux pas me prononcer sur Serge Moro parce que je n'ai pas vraiment étudié ce cas-là et je ne le connais pas. Mais bien évidemment, vous avez des relais qui ont été formés à l'étranger qui relaient la pensée américaine, notamment via des programmes Young Leaders, etc., qui vont essayer d'aider le département de justice à faire ce travail. Donc, je ne sais pas dans le cas du Brésil précisément comment tout cela s'est passé, mais on le voit dans beaucoup de pays, voilà, qu'il y a souvent une complicité locale pour que ces actions aboutissent. Une question très précise. Aujourd'hui, existe-t-il des informations claires vis-à-vis du manuscrit disparu de votre livre? Le manuscrit disparu? Ah non, alors ça, c'est pas les bâtis. Ça, c'est Mathieu Aran qui a dû vous dire ça. En fait, le jour où on a fini la dernière ligne, on a envoyé le dossier à notre éditeur, le livre à notre éditeur, et le lendemain, effectivement, il y a eu un cambriolage chez Mathieu. Et depuis, ils nous ont volé que le livre sur l'ordinateur de Mathieu, et on n'a pas eu de réponse sur pour qui a fait ça. Toutes ces années après, non, on n'a jamais retrouvé. Non, on n'a jamais. Non, il y avait qui voulaient le lire avant tout le monde, on va dire ça. Dans un entretien, vous avez dit que vous êtes toujours partagé vis-à-vis de qui l'aurait fait. Des agents américains, des agents français. Ma question, c'est plutôt, que craignait-on que vous puissiez dire? Écoutez, moi, le livre a été lu et relu par des avocats français, des avocats américains, qui ont fait beaucoup de corrections, parce que, bien évidemment, tout le monde avait peur que le livre soit interdit de publication. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu aucune plainte suite à la sortie du livre. Donc, le livre, si vous l'avez lu, est extrêmement factuel. Enfin, moi, je suis ingénieur à la base, et donc voilà, tout le livre est basé sur des faits et documenté par des faits, qui sont vérifiables par tout le monde. Lorsque je fais cette analyse des sanctions américaines contre les entreprises internationales, voilà, il suffit d'aller sur le site du département de justice, de reprendre tous les cas depuis 1977 et de faire les calculs. Alors, pas beaucoup de gens l'ont fait parce que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'avais l'avantage d'avoir beaucoup de temps pour moi dans ces 25 mois de prison. Et donc voilà, je l'ai fait, j'ai fait ces analyses, j'ai écrit plus de 2000 pages d'analyse, bien évidemment, on ne peut plus tout mettre dans le livre. Mais voilà, il faut rester très factuel sur ces sujets-là. Il ne faut surtout pas partir dans des interprétations, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de partir dans des interprétations. Il suffit de lire les faits, de lire les documents et de voir ce qui se passe, de les analyser. Et ma dernière question, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux pays du monde vis-à-vis de leur souveraineté, de la protection de leur souveraineté, ainsi que de leur patrimoine, de leurs institutions, de leurs entreprises?
Déjà, il faut prendre conscience de cette guerre économique via le droit. Et donc c'est ce que je m'efforce de faire via beaucoup de conférences en France, mais aussi à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé un peu partout dans le monde pour faire ce genre de conférences. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut, une fois que la prise de conscience est faite, il faut s'armer. C'est-à-dire que en Europe, nous avons été capables, il y a plus de 20 ans, de rendre la monnaie de la pièce aux Américains sur l'application extraterritoriale de leurs lois sur les collusions entre entreprises. Donc à l'époque, les Américains avaient mis des amendes aux entreprises européennes pour cartel, et ensuite nous avons mis des amendes aux entreprises américaines pour cartel, et maintenant chacun a son linge sale de son côté. Il faut retrouver cet esprit de dire ok, on va peut-être modifier nos propres lois, laver notre linge sale, parce qu'il y avait bien évidemment du linge sale à laver notre linge sale chez nous, de manière souveraine, et donc répondre à cette extraterritorialité par des barrières qui vont nous permettre nous-mêmes de regagner notre souveraineté juridique, numérique, parce que c'est un vrai sujet aussi. Donc là, certains pays l'ont fait, l'Angleterre a commencé à le faire, la France a commencé à le faire, la Chine a commencé à le faire, la Russie est en train de le faire, le Brésil a commencé aussi avec certaines dispositions, mais voilà, il faut reprendre le contrôle de cela, il faut montrer aux États-Unis que à la fois on fait le travail chez nous, mais que s'ils commencent à attaquer des entreprises par ce biais-là, il y aura une certaine réciprocité. Et pour ça, il faut qu'il y ait une coalition de pays qui ont les mêmes intérêts pour réagir. Et donc moi j'encourage les pays qui ont subi les fourches codines américaines de parler. Je pense qu'il est important que le Brésil parle avec la France, avec d'autres pays sur ces sujets-là. Est-ce que vous auriez d'autres considérations à faire? Écoutez, je pense que votre génération est celle qui devrait changer la donne. Nous avons une génération qui a été très atlantiste, pour des raisons historiques. Je pense que maintenant la nouvelle génération doit prendre conscience de ces risques-là, j'espère qu'on va partir dans un monde multipolaire. C'est-à-dire que ma génération, on a vécu la fin de la guerre froide, et donc soi-disant la fin de l'histoire avec la domination américaine. Là, on repart dans un monde multipolaire, et j'espère que l'Europe va trouver sa place dans ce monde multipolaire, comme le Brésil va trouver sa place, et qu'on ne va pas continuer à être inféodé juridiquement, numériquement, militairement aux États-Unis. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre.